Le but de ce webinaire, attaquer, c'est de... Alors, pour certains, ça sera une redite, c'est d'expliquer un peu ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on peut faire avec, par exemple, alors, un seul résultat. Alors, moi, j'en ai mis 4, vous verrez dans mon présentation, j'en ai mis 4. Et en fait, c'était pour un peu expliquer que partir d'un seul résultat, on peut finalement aller chercher d'autres informations. C'est un peu ce qu'on fait à chaque formation, quand on forme des gens. On montre que, enfin moi j'aime bien montrer que les résultats sont liés et que ce qu'on peut voir avec un résultat de température, en principe, on doit pouvoir le voir aussi avec un résultat de pression, de temps vitesse, voilà. Et en fait, ça dépend. Alors ça dépend de ce qu'on cherche évidemment, mais il y aura des informations en fait qui doivent se recouper et on peut, voilà, utiliser finalement un seul résultat pour avoir en fait plusieurs informations sur sur d'autres éléments basiquement. Alors, on commence par un petit rappel. En plus des webinaires, on essaye de faire des articles régulièrement. Et on a évidemment alors un autre événement qui arrive, le Club Utilisateur, et après tous les salons. On essaie de communiquer dessus sur notre site, donc le site applicite.com, événements. Et dedans, on va retrouver tout ce qu'on fait. Et donc après, il y aura dans la partie blog, vous pourrez en fait avoir des informations sur les articles. Alors, général Autodesk, donc c'est des choses qu'on fait chez Applicite. Alors pas que évidemment Sébastien, Hervé et moi, mais voilà, sur plein d'autres produits Autodesk. Là par exemple, vous voyez, on en a fait un fin d'année dernière, c'est une vieille capture d'écran. Sur le flambage dans Molflow. C'est un truc qui est pas mal, j'ai testé hier, alors ça reste quand même long, mais j'ai retesté. J'ai refait un calcul hier pour un client et en flambage et ça permet de savoir un peu plus finalement entre petites déformations et grandes déformations, ce qui compte. Et évidemment, dans la partie événements, on parle du club utilisateur. Alors pour notre 29 juin, alors du 29 juin 14h au 30 juin 17h. Alors cette année, on va innover, on va faire un atelier, on va proposer un atelier le 29 juin après-midi. Des ateliers finalement sur voilà un peu tout. Enfin, je crois qu'il y a des sujets qui sont mis dedans. Les captures d'écran n'ont pas dû être actualisées et des sujets sont mis. Et c'est justement pour comment. Alors, de souvenir, moi je crois que je fais un sujet sur intégrer une fiche de réglage et le moule dans Molflow. Donc vraiment essayer de représenter au mieux ce qu'on a en réalité. Voilà, on essaie de faire des choses comme ça. C'est aussi, on a aussi fait ça parce que un point qui revenait régulièrement sur les clubs utilisateurs, c'est que les gens n'avaient pas forcément l'occasion de discuter ensemble. Voilà, c'est le but un peu, en sachant que le soir on essaiera de se faire un resto ensemble, enfin un truc quoi, où ça donne l'occasion d'échanger un peu en dehors du cadre présentation, où finalement, alors, nous en particulier, on est très pris et ouais, ça laisse finalement peu de temps pour discuter de sujets divers et variés sur les trucs voilà, que vous avez. Enfin. Donc on a décidé de faire ça. On en est au 4e webinaire de l'année, donc le mien est le 4e. On en a d'autres. Je répète, on essaye de faire des webinaires qui correspondent à vos attentes. S'il y a des sujets sur lesquels vous dites tiens, j'ai un truc où je sais pas trop voilà, comment faire, posez la question et ça se trouve soit il y a eu un webinaire, soit limite nous ça nous donne une idée pour faire un webinaire. Justement. Vous voyez, on essaye d'être assez large, on vise pas forcément que des points spécifiques. Enfin voilà, on essaye de viser assez large. Alors j'ai vu que j'ai pas encore de questions ni de remarques. Je suis un peu étonné, j'espère que tout le monde m'entend bien. Si je regarde l'audio me dit que mon micro il fonctionne bien, donc à la limite, ouais. Bon. Alors, merci Bertrand. Le but de ce webinaire, voilà, c'est un peu ce que j'avais dit, un peu ce que j'avais dit en introduction, c'est finalement pouvoir en fait tirer plus de quelques résultats.
Ce que je vais vous montrer, alors c'est forcément non exhaustif. Je me suis fixé sur quelques exemples. Sur le principe, cette façon de travailler peut s'appliquer aux autres résultats. Après, forcément, il y a des choses qu'on pourra faire, d'autres non. Mais l'idée, c'était un peu aussi de rappeler surtout, finalement, euh, tout ce qu'on peut faire avec les résultats. Parce que on a, en fait, par défaut, on a ceux qu'on voit, qui sont présents par défaut. Puis après, il y a un peu quand même ceux qui vont être mis derrière. Et voilà, et des fois, ça vaut le coup de se dire, tiens, si je faisais ça, qu'est-ce que ça ferait? Point important, c'est bien d'utiliser et travailler sur les résultats, mais je rappelle, il faut pas hésiter à changer le nom de pas d'animation. Que ça soit, alors j'ai mis l'exemple en 3D en bas à gauche et en dual domaine en bas à droite, ou en dual domaine mi-plane en bas à droite, mais voilà, c'est clair que pour travailler sur les résultats, il faut quand même un nombre de pas d'animation relativement important. C'est pas la peine d'en rajouter 500, ça servira pas forcément à grand chose, mais alors nous, la base qu'on donnait, c'était 25, 25, 25. Ça permet d'avoir suffisamment de pas sur toutes les résultats, et puis voilà, on peut quand même déjà tirer pas mal d'informations. On peut en mettre plus, évidemment. Mais voilà, il y aura d'autres. Enfin, ça sera pas forcément utile. Il y aura un nombre d'animations, un nombre de pas d'animation. Donc pour la carte graphique, il va peut-être pas aimer. Enfin, il y aura plein de choses qui vont venir derrière. Donc c'est juste pour dire, voilà, le pas par défaut 5-5-3, c'est pas forcément top au départ. Honnêtement, j'ai fait l'expérience hier, j'ai pas fait attention sur un calcul voilà, et en fait, si on était en optimisation de compactage, forcément derrière ma courbe, elle était un peu vilaine, quoi. Donc voilà, je rappelle ça. Euh, Par rapport à ce webinaire, justement, on voulait en fait un peu aussi revenir sur les types de résultats qu'on peut avoir. Parce que justement, en fonction de ce qu'on va souhaiter faire, il y aura de l'utilisation justement de ces types de résultats. Par exemple, par défaut, la plupart des résultats, vous les avez sous forme d'animation. Et alors c'est très bien, enfin ça marche, ça apporte plein de choses, mais par exemple, il y aura, c'est ce qu'on va voir dans les exemples, des possibilités d'utiliser les résultats sous forme cartographie de courbe XY, cartographie de chemin, cartographie XY à travers l'épaisseur, alors spécifiquement pour le 3D, et à travers l'épaisseur sous forme de coupe, donc cartographie de sonde. Donc du coup, ça permet de faire comme ça un truc mieux. Et justement, l'utilisation de tous ces résultats permettra d'aller plus loin. On rappelle, une cartographie par exemple de probe, donc le probe plot, le cartographie de sonde, permet en fait de faire un plan à travers l'épaisseur en 3D qu'on va pouvoir animer. Et après, en fait, justement, on peut déplacer ce plan, enfin, on peut créer des nouveaux plans et donc voir différentes couches, différentes strates, par exemple, dans l'épaisseur. Le cartographie de sonde XY, lui, permet de mesurer à travers l'épaisseur. Pareil, il est animable en fonction du temps. On va avoir en fait l'évolution de la courbe à travers l'épaisseur. Alors un des plus connus, c'est le cartographie de sonde XY, parce que celui-là, on peut chercher pas mal d'informations. Cartographie, pardon, pas de son XY, XY tout court. Bien faire attention, c'est que par défaut, il est limité à 5 courbes. Alors, on peut le monter à 10. Après, honnêtement, c'est vrai que passer 10, ça peut vite être compliqué à post-traiter. Donc 10, c'est un bon compromis. J'ai jamais réussi à trouver d'application où on s'est dit, tiens, je pourrais avoir besoin de plus de courbes parce qu'après, en fait, c'est vite ingérable. Et l'animation cartographie de chemin, alors c'est un peu le truc. Alors sur les résultats de remplissage, compactage, il n'y a pas forcément d'utilité. C'est vraiment sur la partie de déformation où ça a du sens. Et en fait, dans ce cas-là, on va mesurer un résultat le long d'un chemin en fonction du temps. Alors, quand on est sur la déformation, c'est le long d'un chemin, voilà, tout court. Et après, pareil, donc là, on a vu en fait les types de résultats possibles. Et en fait, pour un résultat, par exemple, animation classique, on peut aussi avoir d'autres affichages. Et alors, pourquoi j'explique? Parce que je l'utilisais justement. On aura le dégradé, le contour, contour simple, qui permettront en fait à chaque fois d'afficher certaines choses par rapport à d'autres.
Sur les résultats plus spécifiques tenseur, type orientation, vitesse, contrainte, qu'on obtient avec la déformation par exemple, on pourra aussi demander à voir ça sous forme d'axe, sous forme d'ellipsoïde, avec des fléchettes, et voilà. On pourra en fait aussi travailler un peu ces résultats. Et alors, effectivement, dernier, c'est justement l'animation. Alors l'animation et l'échelle, pardon. Alors l'échelle, je crois que je ne l'ai pas utilisé dans mes exemples, mais l'échelle peut être utile. C'est que l'animation, on peut justement jouer sur soit entre les valeurs supérieures, inférieures, et par moment, si c'est justement un résultat où on est en fonction du temps, dire bah, finalement, je vais me fixer un pas de temps donné, et je vais faire une animation sur ce pas de temps entre valeurs supérieures et inférieures. Donc en fait, on peut vraiment se dire, je vais prendre un résultat et je vais, alors, c'est le but du webinaire forcément, je vais prendre ce résultat, moi ce qui m'intéresse c'est ce pas de temps, et en fait je vais travailler l'affichage sur ce pas de temps pour avoir finalement l'information qui m'intéresse. En termes d'exemple, du coup, je me suis fixé sur, alors je l'avais mis dans le sommaire, 4 exemples. Remplissage, donc le résultat temps d'emplissage, le résultat température, résultat pression et résultat vitesse. Alors j'ai pris les plus simples, parce que voilà, je me dis, bon, il y a des choses qui peuvent être utiles. Le résultat de temps d'emplissage, basiquement, vous avez l'animation du remplissage, on peut faire des choses assez simples. On peut, par exemple, avoir la superposition avec les lignes de soudure et les occlusions d'air. Donc on peut en fait comme ça voir un peu voilà, comment ça se passe. En fait, cette information, on peut l'avoir un peu mieux sans passer par l'animation. Parce que finalement, pour avoir une meilleure vue des lignes de soudure, on peut en fait utiliser le résultat contour. Ce résultat contour, en fait, va permettre de voir finalement comment les fronts matières se rencontrent et donc pouvoir mettre en évidence peut-être plus facilement les zones où on a des lignes de soudure, sans passer justement par la superposition. Donc voilà, ça permet de faire des choses. Alors, notez, je l'ai fait pour l'instant contour normal, pas contour simple. Contour simple, justement, on peut en fait finalement voir les variations de vitesse qu'on peut avoir par rapport à l'écoulement. Parce que finalement, quand on affiche qu'un contour, on va dire, OK, donc je pars de ce point, je me déplace, et on voit en fait que, alors par exemple, ce que j'ai mis ici, le décalage entre cette partie-là et cette partie-là, entre le début du remplissage et la fin du remplissage, on n'a pas le même. Donc ce qui veut dire que finalement, ma matière a réussi à réaccélérer par le fond pour récupérer finalement le retard qu'il y avait au départ. Mais on voit en fait au départ quand même qu'on a un petit retard. Donc ça permet de voir finalement comment ça se passe en termes de vitesse. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit, c'est que voilà, tout est un peu lié. On verra qu'on reparlera de la vitesse. Donc finalement, du résultat remplissage, on s'est supposé quand même des choses assez fiables sur ce qui va se passer en termes de vitesse. On peut du coup, comme ça, en fait, savoir un peu finalement, alors voilà, tout ce qui est ligne de soudure, hésitation, et donc un peu la vitesse. On pourra en fait post-traiter finalement des variations de vitesse locales aussi. Au niveau température, alors c'est un peu, je vais pas dire le plus compliqué finalement, parce que c'est pas, voilà, c'est pas compliqué, mais c'est juste celui qui demande le plus d'informations. Le résultat de température, pour vraiment bien l'utiliser, il faut quand même avoir en tête plusieurs choses. Parce que la température en tant que telle, voilà, c'est une information qui évolue forcément. Sauf que par rapport à une matière donnée, ben, une notion de température, 300 degrés par exemple, en fonction de la matière, ça peut être critique ou pas du tout. Et il faut justement avoir en tête ces informations-là, parce que finalement, se dire c'est chaud, c'est pas chaud, c'est bien, mais c'est chaud par rapport à quoi? Et donc, pour tout résultat de température, il faut savoir retrouver les informations de température de transition, dégradation, température d'injection, température du moule. Parce que justement, ça sera utile. Ça sera utile dans la mesure où, par exemple, quand on va analyser finalement le résultat de température pour voir comment ça affiche, on va utiliser finalement un affichage avec un contour simple. Alors, pour la plupart, je pense que vous le connaissez parce que maintenant on l'explique assez facilement en formation. Résultat contour, contour simple, avec finalement comme valeur de contour simple, la valeur de température de transition. On peut faire finalement aussi la même chose, mais avec cette fois en utilisant une température alors, légèrement supérieure à la température d'injection. Donc finalement, on va pouvoir voir comme ça
ce qui se passe en termes d'auto-échauffement. Dans mon exemple ici, on voit en fait que c'est ma carotte qui est, alors je pense, mal dimensionnée, qui fait que la matière chauffe beaucoup. Alors je me fixe une valeur de 15 degrés. Vous vous souvenez aussi ce que j'avais dit sur la fiche matière, c'est que globalement, il faut aussi savoir si cette notion de 15 degrés au-dessus de la température de l'injection, est-ce que c'est très proche de la température de dégradation ou non? Parce que justement, comme je vais chauffer, ben, il faut savoir jusqu'en quelle température je vais chauffer. Et si je chauffe trop, ben, forcément, ça va poser de problèmes. Donc voilà, je vais pouvoir en fait l'utiliser comme ça. On peut aussi demander à avoir la distribution des températures en fin de cycle. Parce que, alors, je vais lancer l'animation, ça sera plus simple à expliquer. On pourra en fait voir comme ça, finalement, où sont les points chauds. Alors, comment je fais ça? Justement, ce que je dis, c'est que finalement, quelque chose qui va s'animer en fonction du temps, je vais dire non, non, moi je veux que tu l'animes sur un pas de temps donné. Donc, je vais me fixer à la fin du cycle, donc mon cycle à 50 secondes, et je vais dire à ces 50 secondes, fais-moi une animation me montrant finalement l'évolution de température. Alors sauf que si je le fais de base comme ça, je me retrouve avec valeur inférieure vers supérieure, donc l'extérieur vers l'intérieur, ce qui ne m'apporte pas grand-chose. Et en inversant finalement l'animation, je vois finalement ce qui est chaud vers ce qui est froid. Et donc pareil, alors après j'aurais presque pu limiter l'échelle en disant bah finalement l'échelle, je la limite à la température d'éjection, et puis comme ça je vois vraiment ce qui est au-dessus de la température d'éjection à la fin du cycle. Donc finalement, vous voyez, on en revient encore à la même animation et la même information par rapport à une autre façon d'interpréter. Donc voilà, la température, en fait, on peut faire tout ça. Et je vous dis là, c'est pas encore exhaustif, on peut encore aller un peu plus loin. Alors, juste, cette notion d'échauffement qu'on a vu ici. Logiquement, ce que je vais voir ici dans l'échauffement, je vais aussi le retrouver dans le cisaillement. Si je dis échauffement, je dis cisaillement. Enfin, auto-échauffement, je dis cisaillement. Donc si je dis cisaillement, en fait, ce que je vois au niveau de mon alimentation, je dois pouvoir le retrouver dans mon résultat de cisaillement. Donc voilà, ça sera un truc à faire, vous verrez, vous testerez, mais tout ce que je peux voir en température, en évolution, en augmentation de température, en théorie, c'est lié quand même à une évolution du cisaillement. Donc ça veut dire que dans ma carotte, je dois avoir du cisaillement. Donc justement, le résultat de température, on arrive à voir comme ça finalement tout le temps de cycle. Donc l'auto-échauffement et le temps de cycle. Donc les problèmes de qualité et oui, le problème de cycle qu'on peut retrouver. Le résultat de pression, alors moi j'aime bien travailler, mais alors vraiment différemment, parce que finalement le résultat de base, il apporte pas grand-chose. Alors, euh, je rappelle un petit truc quand même sur ce résultat, il affiche en fonction de ce qu'il y a à l'écran. C'est-à-dire que là, par exemple, je vois la perte de charge dans mon empreinte et mon alimentation. Je masque mon alimentation en utilisant les couches, je ne vais voir que la perte de charge dans ma pièce. Donc mon échelle va logiquement s'adapter. Le résultat de pression, alors l'utilisation, pareil, qui est généralement assez connue, c'est de regarder en fait le résultat de pression sous forme cartographique XY, de faire plusieurs courbes et en fait de mesurer comme ça finalement l'évolution de la perte de charge dans la cavité. C'est alors comment dire, c'est à mettre en parallèle avec alors idéalement des capteurs de pression. C'est quand vous avez des capteurs, c'est super parce que justement vous pouvez vraiment comparer ce qui se passe entre la simulation et la réalité parce que vous êtes capable de mesurer la pression dans la cavité. Donc pour créer un résultat comme ça, vous allez sur nouvelle cartographie, pression, vous dites que je fais une cartographie XY, potentiellement vous changez tout de suite en disant le nombre max de courbes c'est pas 5 c'est 10, et puis après vous pouvez post-traiter, donc 10 points sur la pièce. Les points les plus intéressants à sélectionner du départ, c'est le cône d'injection, s'il y a une alimentation, donc le haut de l'alimentation où il y aura le cône d'injection et le bas de l'alimentation, un point dans la pièce près du seuil, au milieu de la pièce et à l'extrémité de la pièce. Donc voilà, globalement, avec 5-6 points, on arrive déjà quand même à avoir pas mal d'informations. Et ça permet en fait, par exemple, de définir comme ça, de voir comme ça si votre profil de compactage, j'avais fait un webinaire il y a quelques mois ou années, je pense, où justement on parlait compactage, typiquement c'est une façon d'utiliser un résultat pour optimiser un compactage. Parce que
Voilà, vous allez pouvoir vous dire, ben, est-ce que mon palier de pression il est bien comme ça constant, ou au contraire je vais peut-être l'amener différemment pour justement suivre le profil de ce qui se passe dans la pièce. Est-ce que j'ai une distribution de température différente entre l'extrémité de la pièce, donc la courbe verte, et la courbe rouge? On voit que dans mon exemple ici, je suis pas mauvais. Je vais vérifier un truc si je le dis pas après, parce que sinon c'est dommage de me spoiler tout seul. Mais globalement, par rapport à ces courbes, on peut savoir aussi quand est-ce que les zones figent. À partir du moment où j'arrive, alors on voit ici que j'ai peu de pression, ça descend assez vite à partir du moment où je coupe ma pression, ben ça veut dire que c'est peut-être pas tout à fait figé. On en revient à ce que j'ai dit sur la température. Donc voilà, on peut en fait tirer toutes ces informations-là et justement essayer d'amener au mieux un profil de compactage adapté par rapport à la pièce. Et du coup, logiquement, si vous amenez un profil de compactage adapté, vous avez un retrait qui sera plutôt bien adapté. Il y a aussi alors un truc qui peut être pas mal, parce que justement, quand on parle de pression, alors là on parlait de pression dans le cycle complet. Il y a un point qui peut être utile sur la pression, c'est de comprendre finalement comment la pression évolue dans la cavité. On est d'accord que quand vous remplissez votre cavité, finalement en fonction des zones euh, à remplir passées, je veux dire par la matière, bah forcément la pression va évoluer. En fonction si vous êtes des zones fines, zones épaisses, vous passez de l'une à l'autre, vous avez forcément une évolution de pression. Et typiquement, en fait, on peut savoir ça parce que on peut superposer le résultat de remplissage et le résultat de pression au point d'injection. En faisant ça, on est capable du coup aussi sur le résultat de pression de le limiter parce que par défaut la pression au point d'injection est donnée sur l'ensemble du cycle. Si je lui dis finalement non, moi mon X c'est mon X max, c'est la temps d'emplissage. En fait, ce que je vais obtenir, c'est l'évolution de pression pendant le remplissage. Et ça va me permettre de comprendre comme ça, finalement, où sont mes variations de pression. Alors, je vais le faire avec une petite pause d'animation, je la laisse tourner puis je vous la remets après. Parce que par exemple, ça me permet de comprendre, finalement, pourquoi j'ai cette montée de pression ici. Et si j'en viens, on voit en fait que je l'ai à partir du moment où je passe dans le seuil. Donc, vous vous souvenez de ce que j'avais dit sur la température, avec la température élevée et tout? Mon alimentation ici, la taille, elle est trop petite. Parce que justement, je monte en pression de manière assez drastique. Finalement, on voit que une fois que je suis dans la cavité, j'ai à peu près 45 MPa pour avoir un maximum de 60. Ce qui veut dire que ma perte de charge dans ma cavité, c'est à peu près 20 MPa, 200 bars. 200 bars, alors qu'au final, finalement, j'affiche 60. Donc peut-être que mon alimentation, clairement, il y a des choses à revoir en termes de dimension. Et après, alors, ça permet de voir aussi, par exemple, quand on commence à avoir des montants en pression sur la fin, enfin, tous les changements de courbe, de pente, pardon, pour ainsi dire, en théorie, doivent pouvoir s'expliquer par le remplissage. Je passe d'une zone fine à une zone épaisse, donc forcément, je vais avoir une chute de pression. D'une zone épaisse à une zone fine, forcément, ça va être plus compliqué à remplir, donc ma pression va monter. On peut voir aussi comme ça les déséquilibres. Je l'ai fait hier en formation. Basiquement, à partir du moment où je commence à avoir une montée en pression, en fin d'emplissage, ben, peut-être que c'est le moment où je me dis, ma commutation, finalement, peux peut-être la faire un peu plus tôt, parce que finalement, ça va m'éviter de monter en pression inutile. Alors, cette montée en pression, généralement, c'est quand ma pièce, elle n'est pas forcément équilibrée en remplissage. Donc, pareil, ça peut me permettre de me poser des questions sur comment je peux rééquilibrer mon remplissage. Il y a aussi deux résultats, alors qui sont pas affichés par défaut. Alors, ça sort un petit peu du cadre théorie du webinaire, mais il y a des résultats aussi qui sont cachés. Et le premier résultat sur la pression qui est utile, c'est la pression de maintien. Parce qu'il me permet de savoir finalement quelle est la pression qui va s'appliquer en chaque point de la cavité au moment du maintien. En théorie, je ne dois pas avoir de forte variation. C'est un peu ce que j'ai sur l'exemple, c'est que j'ai 2 MPa, 3 MPa de différence. Si j'ai plus, ça peut être gênant parce que finalement, ça veut dire que je vais vraiment pas avoir un compactage uniforme et donc potentiellement un retrait non uniforme aussi. Donc c'est à surveiller et c'est juste ça, c'est une nouvelle cartographie, vous allez voir, et vous aurez pression de maintien, alors hold pressure ou pression de maintien.
Il y en a un autre qui est disponible. Alors, il n'est pas forcément de tête disponible avec le résultat de remplissage compactage. Je crois qu'il intervient, enfin, il faut que je vérifie, mais je crois qu'il intervient qu'avec du Warp. Alors, pour moi, il est utilisé. Non, je crois qu'il est présent. Non, pardon, je dis ça, il est présent parce qu'en fait, il intervient avant. Par contre, il est utilisé par le solver Warp. C'est le résultat pression de solidification qui dit quelle est la pression résiduelle dans la cavité au moment de la solidification. Donc, quelles sont les zones qui vont être sous pression quand on va figer, quand elles font figer. Alors, à quoi ça sert? Alors, pourquoi c'est lié justement au résultat de contrainte? Parce que justement, si on a des zones sous pression, on a forcément des zones qui vont potentiellement avoir des contraintes internes et potentiellement les libérer. Et du coup, ça me permet de voir comme ça les zones où je risque d'avoir des problèmes de contraintes et donc de post-déformation. Voilà. Alors dans le cas là, on voit ces zones-là, on les retrouve ici aussi. Donc voilà, ça peut être intéressant à voir parce que ça peut permettre d'anticiper des choses assez facilement. Donc voilà, donc la pression, en fait, moi je trouve qu'il y a des choses intéressantes parce que ça permet de mettre en évidence finalement un peu des comportements qui vont impacter vraiment le retrait. Alors oui, pour le webinaire, j'ai une question, est-ce que ça sera possible de le partager? Oui, ça sera envoyé. Logiquement, vous recevrez un mail de marketingapplicite.com avec le lien pour le télécharger. Et donc la vitesse. La vitesse, c'est alors pareil, c'est des choses, on explique assez rapidement, enfin on explique assez facilement en formation. La vitesse telle que ne veut rien dire en termes de résultats. Donc on est non pas obligé, c'est fortement recommandé de modifier la vitesse pour avoir des valeurs en fait max qui correspondent plus à des choses où on va voir l'évolution de vitesse. Vous vous souvenez sur le remplissage de cette pièce au tout départ où je montrais les contours et je montrais que finalement le retard pris au départ il se rattrapait. Il déconne mon truc. Ouais, bref. Je parle parce que j'aurais en fait j'ai un affichage, logiquement j'ai l'affichage de la diapo d'après, mais il me la met pas forcément comme il faut. On voit par exemple ici que ma vitesse, hop, je vais mettre en pause, elle est importante ici. C'est une zone épaisse, voilà, c'est normal. Par contre, on voit quand même que ici, j'ai une accélération aussi. J'ai une zone à plus faible vitesse ici, plus faible vitesse ici et ici. Forcément, ça a des zones qui sont remplies du départ. Et on voit quand même que sur le dessus, j'arrive à rattraper. Et finalement, même si je suis à vitesse importante ici, comme je suis plus épais, finalement, ce qu'on trouvait tout à l'heure sur le résultat d'emplissage, je le revois ici, c'est que l'écart entre le haut de la pièce et le bas de la pièce, il s'atténue au fur et à mesure. Ça, c'est pour la partie remplissage. On a aussi alors l'information sur les lignes de soudure. Ça peut être aussi utilisé. Alors, ça sera peut-être pas forcément le plus simple parce que on est avec des vecteurs, enfin voilà. Mais on a cette information-là aussi. On a une autre information, c'est que la vitesse, sur le principe, quand je continue à l'animer, on voit en fait qu'au fur et à mesure, mon résultat, il paraît s'atténuer, s'éclairer un peu. Et en fait, il s'éclaire parce que à partir du moment où j'ai une zone qui est figée, j'ai plus de vitesse. Donc si j'ai plus de vitesse, j'ai plus de vecteur vitesse. Et donc on retrouve l'information du temps de figeage. Donc ça montre finalement les zones qui vont mettre du temps à figer. Donc je retrouvais déjà sur le résultat de température. Donc ça montrait comme ça les zones qui vont être compliquées à figer. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Et alors pour le coup, on peut même, alors c'est ce que je disais, changer les échelles pour les temps, pour dire voilà, montre-moi que ce qui se passe à partir de ce temps-là. Et voilà. On parlait tout à l'heure sur la température, j'avais aussi parlé du cisaillement. En analysant finalement les zones à forte vitesse, aussi je peux me dire voilà quelles sont les zones où j'ai un fort risque de cisaillement. Alors si je reviens en arrière, on voit en fait que j'ai cette partie-là et j'ai toute cette partie après ici, ce cordon,
qui a une forte vitesse et du coup un fort cisaillement aussi. Donc en fait, je peux tirer quand même certaines informations. Alors après, clairement, il faut jouer sur les échelles, il faut modifier un peu, mais on a des choses qui sont utilisables. Et du coup, voilà, on peut en fait tirer ça de toutes ces informations. Alors, je dis, c'est non exhaustif. Clairement, il y a encore, je suis convaincu qu'il y a d'autres approches pour certains d'entre vous. De toute façon, vous les avez déjà, voilà. Mais c'était pour rappeler un peu que il faut pas forcément chercher l'information avec un résultat en particulier. Souvent, en fait, une information, on pourra l'avoir, une même information, on pourra l'avoir avec plusieurs résultats, et de la même manière. Et l'idée, de manière très 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 générale, c'est que comment dire, ces informations doivent dire la même chose. Je dis toujours, en fait, un résultat, c'est qu'un calcul au départ. Euh, et si globalement vous avez une information d'un résultat, vous dites tiens, je pense qu'il se passe ça, et que vous n'êtes pas capable de le retrouver ailleurs, ouais, c'est peut-être que c'est un problème d'interprétation. Je... je suis le premier à avoir ça, c'est voilà, tiens, je pense que, ah bon non, puis c'est normalement parce que je ne le revois pas ailleurs. À partir du moment où vous retrouvez ce même comportement sur d'autres résultats, ouais, c'est que c'est réaliste. Donc c'est que vous êtes bon dans votre approche et voilà. Et du coup, voilà, c'est clairement, enfin, voilà, alors c'est la conclusion un peu de mon webinaire. Et après, on passera aux questions. C'est vraiment quelques résultats. Vous avez qu'avec 4 résultats, on a déjà pas mal d'informations. C'est vraiment une approche. Voilà, c'était pour montrer qu'on peut faire plus de choses, on peut utiliser plus de résultats, plus de choses. Et il faut pas hésiter justement à jouer avec les options de résultats pour se dire tiens, si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Dites-vous que vous ne casserez en rien le logiciel. Et au pire, ce qui peut se passer, c'est que vous nous appelez, on vous fait faire un nettoyage des préférences, et puis voilà, on repart avec une page blanche, mais il y aura rien de cassé. Et donc ouais, c'est l'idée, c'était de permettre d'aller plus loin. Alors j'ai vu qu'il y a déjà 2 questions, alors n'hésitez pas, s'il y a des questions, donc on va passer par la petite boîte questions sur le côté. Je sais pas si elle va apparaître, si je l'amène chez vous. Est-ce que si je fais ça, ça marche? Je crois pas. Parce que je partage. Non, ça marche pas parce que c'est du GoToMeeting. J'ai une question qui demande est-ce qu'on pourra visualiser les zones sous contrainte? Comment savoir si ces zones sont en risque? Alors on peut pas en fait. Le problème c'est que c'est pas parce qu'une zone est contrainte qu'elle est à risque. Elle est à risque à partir du moment où derrière, dans l'utilisation générale de la pièce, il y aura des choses qui risquent de libérer ces contraintes. La pièce, elle est utilisée dans un environnement normal, sans solvant, sans température, sans acide, enfin tout comme ça. Et il peut y avoir des contraintes bloquées, c'est pas gênant. Une pièce qui va être utilisée dans un environnement sous solvant, enfin par exemple au contact avec de l'essence, avec de l'alcool, avec X produits, ben, peut fissurer assez facilement. Même chose avec des notions de température. Dès qu'on va la mettre sous environnement chauffé, ben, elle peut libérer ses contraintes. Donc on peut juste justement déterminer un risque, dire attention, dans ces zones-là, il y a peut-être des contraintes bloquées, donc peut-être qu'il faut voir pour laisser l'atténuer. Je vais revenir sur mon résultat où il y avait des contraintes. Voilà. Là par exemple, on voit que ici mon cordon, j'ai des contraintes, j'en ai ici, j'en ai ici. Je vais faire différemment parce que j'en ai ici, ça marche pas à l'écran. J'en ai ici, ici et ici. Alors mon cordon, il va me poser problème pour d'autres choses dans cette pièce. Donc du coup, en fait, moi je sais que j'ai sur un autre modèle, enfin sur un autre exemple, je l'ai simplifié. Je l'ai creusé parce qu'il me crée des problèmes de retrait, des problèmes de déformation. Voilà. Par contre, ces parties-là, en fait, les bases des fûts, ils me posent d'autres problèmes. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Alors je peux essayer de modifier encore la géométrie, mais voilà. Et en fait, ce que je pourrais juste faire, dire attention, dans ces zones-là, potentiellement, j'ai des contraintes bloquées. Alors à 27 MPa. Maintenant, ce qui veut dire que ça peut être des zones qui peuvent se casser aussi. Donc, est-ce que c'est acceptable, pas acceptable? Est-ce que je peux essayer de minimiser? C'est-à-dire qu'analyser pourquoi j'ai ces contraintes et en revenir à la pression de
pointeur. Hop, si je reviens sur ça, est-ce que je peux pas justement jouer un peu sur les pressions de figeage pour dire je vais les atténuer, je vais les modifier. Donc, comment on peut travailler ça? C'est vraiment travailler la géométrie. Mais après, on ne pourra pas dire sur ce résultat-là, c'est risqué à partir de autant. Il faut vraiment avoir dans ce cas-là une connaissance de ce qui va être fait après coup sur la pièce. Comment, enfin quand je dis ça, c'est comment elle sera utilisée. Et c'est pas toujours simple. Enfin, moi ce que j'ai souvent vu, c'est que c'était pas simple. Oui, on peut détecter une goutte froide aussi, forcément. Donc une zone qui va figer plus vite. Et enfin voilà. Oui, oui, de toute façon, avec les températures, on peut faire plein de choses. Vraiment, on peut vraiment chercher plein de choses, obtenir plein d'informations. Faut vraiment penser à, de toute façon, mettre de côté finalement toutes les informations de température, et puis se dire tiens, si je regarde ça, qu'est-ce que ça fait? Si je regarde ça, qu'est-ce que ça fait? Et voilà, chercher toutes ces informations-là. Le résultat de température, alors c'est celui qui est presque le plus complet par rapport à un affichage normal. C'est-à-dire que là, je suis même pas passé sur un affichage sonde ou cartographie de sonde. J'ai juste utilisé l'affichage par défaut et juste en jouant en fait sur les contours, les valeurs de contours et les échelles. Et on peut encore aller chercher effectivement d'autres informations avec d'autres types d'affichage. Parce que la température va conditionner plein de choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis en train de répondre aux questions en live. Enfin, la question, je vais répondre voilà, en live. Donc, pas simple. Si je fais ça... J'avais viens de découvrir un truc. Hop, envoyé à tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je rappelle, faut passer par la truc à question. Alors je crois que non, je pense pas que vous pouvez lever la main. Enfin, faire un truc pour lever la main dans GoToMeeting. Alors, 2 points avant de finir. Je rappelle que le utilisateur, n'hésitez pas, les inscriptions sont déjà ouvertes. Et le lieu est sympa. Je dois pouvoir vous le montrer, je pense. Implicite club utilisateur. Ouais, je l'ai mieux. C'est Pavillon le Doyen, qui est 2 têtes pas loin de l'Arc de Triomphe. Et donc voilà, on fait des ateliers fusion et les fonctions. Alors simulation mécanique rendue réaliste et rhéologie. Il faut que je fasse corriger un truc. Comment récupérer les données moule, donc ça c'est moi. Et données matière, comment en fait pouvoir chercher, comparer et tout. Ces ateliers, alors vous voyez, c'est 45 minutes. Alors enfin nous, on fera plusieurs fois le même atelier. Puis bah, ça sera l'occasion d'échanger. Et après, le lendemain, donc Autodesk, matin, SEMA. Pour ceux qui connaissent pas SEMA, c'est un mouliste, ils font des trucs assez poussés. Enfin, André, quand il me pose des questions au support, où je sois assis et bien concentré. Franco Costa, Le Grand, qui présentera l'après-midi sur justement une optimisation de pièces qu'ils ont fait, et Domo sur la fibre en fin d'après-midi. Et nous, on va essayer de faire une petite présentation sur l'automatisation, l'amélioration et automatisation de la mise en données, les surmoulages d'inserts et l'accélération et optimisation des temps calcul. Est-ce qu'ils seront dispo en ligne? Alors je sais pas. Je sais pas parce que alors l'année dernière, il me semble qu'on avait réussi à mettre les vidéos en ligne, mais je suis pas sûr que tout le monde les ait eues.
Mais on va essayer de s'organiser pour ça, tiens. Ça serait bien que j'en parle. Mais après, Emmanuel, honnêtement, faut venir. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques, euh, des trucs que vous voulez marquer, je sais pas. Pas de questions. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne journée, un bon week-end, et puis à vous dire à bientôt. À bientôt, au revoir, bonne journée.